Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Board. Alors aujourd'hui au Board, j'ai le plaisir d'accueillir un auteur et un expert en management. On va en parler pendant cet épisode, Ludovic Giraudon. Bonjour Ludovic. Alors Ludovic, je te suis avec assiduité sur LinkedIn. Pour moi, tu es un peu un mentor pour tous les managers de la place. Et tu as écrit un livre qui nous a beaucoup inspirés, qui s'appelle Dream Team. Et on va en parler pendant cette interview, puisque dans ce livre, tu concoctes et tu révèles un peu le secret, la formule magique, si je puis dire, pour avoir une super équipe et une équipe performante. Donc c'est un sujet qui va interpeller, intéresser tout le monde, je pense, qui nous écoute. Que vous soyez entrepreneur, que vous cherchiez à vous entourer, que vous soyez manager, que vous ayez une équipe, vous cherchez à devenir un meilleur manager, vous avez envie de devenir manager, et voilà de quoi on va parler dans cet épisode, entre autres inspiration avec Ludovic. Alors comment tu pourrais te présenter, Ludovic? Qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce livre? Raconte-nous un peu ce qui t'amène à mon micro. Peut-être, moi en fait, j'aime bien me présenter au travers de mes deux grandes passions professionnelles que j'ai, qui sont l'entrepreneuriat d'un côté et le management de l'autre. L'entrepreneuriat d'abord parce que moi j'ai monté ma première entreprise en 2011, une société qui s'appelle Paris Zigzag, qui est un média en ligne sur la ville de Paris, que j'ai cédé en 2016. Et depuis, j'ai rejoint les équipes de Réseau Entreprendre à Paris, donc qui est une association qui accompagne des fondateurs, des fondatrices d'entreprises à potentiel. Et le sujet du management est un sujet qui m'a toujours passionné. Depuis mes tout premiers pas d'ailleurs dans le monde de l'entreprise, j'ai vu des choses vraiment catastrophiques comme des choses vraiment incroyables positivement. Et quand moi-même en fait je me suis retrouvé à manager, je me suis rendu compte qu'en effet à quel point c'était parfois dur de manager. On peut se sentir seul, on peut se sentir jugé, c'est souvent ingrat, en tout cas parfois. Et du coup, voilà, je me suis rendu compte à quel point c'était difficile. Et à cette époque-là, je me souviens, dans mes premiers pas de manager, je manquais justement, alors que j'avais fait plutôt des formations de management. En fait, voilà, en école de management, on t'apprend pas beaucoup le management d'équipe. Et donc, je me suis retrouvé assez démuni. Et donc, chez Réseau Entreprendre, c'est vrai que j'ai la chance d'être entouré de plein de gens super qui tentent plein de choses d'un point de vue managérial. Et donc, je me suis dit, en fait, voilà, plutôt que de les noter sur mon téléphone, essaye de synthétiser toute cette matière dans un livre. Et voilà, d'où le projet du livre. J'ai en quelque sorte écrit le livre que j'aurais aimé qu'on lire ou qu'on m'offre lorsque j'ai commencé à manager. Ah bah, génial. En plus, ça me plaît que tu commences cet épisode par un peu l'antagonisme entre entreprendre ou être manager, parce que souvent, c'est une opposition que font les gens. Et j'ai remarqué que ces derniers temps, ça commence à être réconcilié, parce qu'on voit bien que quelque part, pour entreprendre, il faut être aussi un bon manager, un bon leader d'homme. J'en réfère au scandale, tous les trucs balance ta start-up et compagnie. Et que finalement, tout le monde ne peut pas entreprendre. Il y a aussi d'excellents managers qui sont très, très utiles pour les entreprises, etc. et qui, par leur talent managérial, arrivent à faire de grandes choses dans la boîte. Donc, nous, on a un peu de tout qui nous écoute, Ludovic, donc sois pas gêné, on va parler des deux publics. On va parler aussi des équipes elles-mêmes, parce que je trouve aussi que le monde dans lequel on vit, c'est un monde difficile pour tout le monde, notamment sur la coopération, et y compris pour les managers qui sont sur le grill et qui doivent se réinventer. Alors, on commence par quoi, Ludovic? Qu'est-ce que tu veux peut-être nous donner comme conseil? Peut-être la recette un peu d'un bon management d'équipe, d'après toi, c'est quoi? Ouais, alors, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle, hein. Malheureusement, ça saurait. Zut. Voilà, je suis désolé pour ceux qui nous écoutent, voilà, mais il n'y a pas de recette magique. Ce qui est en revanche, il y a des bonnes pratiques et il y a des choses qui permettent de tendre vers, en tout cas, un mieux en termes de dynamique d'équipe. Ça, c'est évident. De toute façon, on n'est pas sur une science exacte, on n'est pas sur du 1 plus 1 égale 2, ce serait trop simple. Et c'est ça aussi qui fait, je trouve, l'intérêt humain, donc c'est de l'émotion, c'est de l'affect, c'est ça qui fait la magie, le côté à la fois passionnant mais challengeant du sujet. Cependant, s'il y a, je trouve, un point clé selon moi qui fait la différence entre, je ne vais pas dire le bon et le mauvais management, le bon ou le mauvais manager comme à l'époque des inconnus, le bon et le mauvais chasseur, mais je dirais qu'en tout cas, ce qui peut faire la différence, c'est le fait de consacrer du temps à son équipe. Alors, donc, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de secret en tout cas, c'est du temps. Et quand je dis du temps, c'est à la fois du temps pour soi en tant que manager. Donc, typiquement, ne serait-ce que de se bloquer dans son agenda 15 minutes, une demi-heure par semaine pour tout simplement prendre de la hauteur sur sa pratique managériale, se dire, tiens, la semaine passée, qu'est-ce qui m'a
quel sentiment d'inconfort j'ai pu avoir avec ma casquette de manager, qu'est-ce qui a marché, moins bien marché, là où j'ai été bon, moins bon, mes équipes, tout simplement pour voilà, se dire qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche moins bien. Et sur qu'est-ce qui marche moins bien, comment est-ce que je peux faire mieux, et sur ce qui marche, comment est-ce que je peux faire jouer un effet de levier encore plus important là-dessus. Donc je pense que c'est vraiment ça la clé. Bon, mais ça, c'est top parce que tu vois, au début, quand tu m'as dit prendre du temps, on pense tous à ça, les managers overbookés que nous sommes. C'est ouais, ok, d'accord, mais c'est vrai que le problème, c'est que notre temps contraint. Sinon, on serait tous d'exceptionnels managers si on pouvait écouter nos équipes toute la journée. Mais tu vois, prendre du temps pour son écologie personnelle et investir sur soi aussi, je ne l'avais pas anticipé et je pense que c'est une excellente chose. Toi, tu as la méthode DREAM aussi. Alors, de mémoire, ça veut dire quelque chose. En tout cas, je te suis dans ton actualité sur LinkedIn et tu donnes aussi des indications peut-être de méthodologie pour faire plus participer l'équipe, pour la rendre plus investie. Est-ce que tu peux nous décrire un peu, ou alors, on va acheter ton livre, bien sûr, mais c'est peut-être marqué sur la 4e de couverture, non? Ou tu nous donnes un petit tips en avant-première pour les auditeurs du board? Évidemment, je vais un peu rentrer dans le détail. Effectivement, je me suis rendu compte, donc ce livre, déjà, comment est-ce que je l'ai conçu? Je l'ai conçu tel que moi, d'ailleurs, j'aime bien manager, c'est-à-dire de manière plutôt participative. Je pars du principe que avoir une vision du management, ça peut être intéressant, mais c'est forcément limité. Et donc, j'ai la chance, donc encore une fois, chez Raise Entreprendre, d'être entouré de plein de fondateurs, de fondatrices, de managers très intéressants. Mais je voulais pas que ce soit un bouquin de start-upers pour start-upers. Donc, c'est pour ça que j'ai élargi le spectre et je suis allé à la rencontre également de personnes qui managent en PME et en grand groupe. Donc, sur les 450 personnes que j'ai pu interroger, il y en a un tiers en start-up, un tiers en PME, un tiers en grand groupe. Et j'ai synthétisé tout ça dans le livre. Et en fait, je me suis rendu compte autour de ces centaines de rencontres qu'il y avait systématiquement 5 grands éléments à rassembler autour d'une équipe ou d'un collaborateur pour maximiser en tout cas son engagement et pour faciliter aussi son moyen mémotechnique. Comme tu le disais tout à l'heure, les managers ont beaucoup de choses en tête, beaucoup de priorités. Donc j'ai essayé un peu de faciliter l'appropriation de ces 5 piliers au travers du mot DREAM, donc rêve en anglais, qui est évidemment un clin d'œil au titre du livre, qui est lui-même d'ailleurs un clin d'œil à l'équipe de basket américaine des années 90 menée par Jordan et ses compères. Et en fait, DREAM, parce que chacune de ces 5 lettres, D-R-E-A-M, sont les 5 piliers, sont les initiales en fait de ces 5 piliers. Donc on a le D de direction, comment est-ce que je donne du sens, ou en tout cas comment est-ce que j'arrive à embarquer mes équipes au travers du sujet du sens. Le R de reconnaissance, comment est-ce que je les valorise. Le E d'environnement social, comment est-ce que je fais pour faire en sorte qu'au sein de mon équipe, j'ai la meilleure ambiance possible. Comment est-ce que je fais en sorte qu'ils créent du lien entre eux. Le A d'autonomie, comment est-ce que je m'assure qu'ils soient responsabilisés chacun ou chacune à leur juste niveau. Et enfin, le M de monter en compétences, c'est-à-dire comment est-ce que je m'assure que mes collaborateurs et que mes collaboratrices apprennent régulièrement et donc montent en compétences au fur et à mesure du temps. Donc l'idée, c'est et typiquement quand je parlais tout à l'heure de 15 minutes ou 20 minutes ou une demi-heure chaque semaine à se bloquer dans son agenda de manager pour réfléchir à ses pratiques managériales, je trouve que c'est un bon cadre et une bonne structure pour se dire, tiens, où en est mon équipe sur le sujet du sens? Est-ce que chacun, justement, sait pourquoi est-ce qu'il se lève chaque matin? Est-ce que le sujet de monter en compétences, si je prends les 6 personnes de mon équipe, est-ce que Flavie, Ludovic, ils sont sur selon moi, une bonne courbe? Et tiens, ça peut être un bon sujet à aborder en tête-à-tête avec eux lors d'un prochain point. Enfin voilà, c'est vraiment des clés de lecture. Moi, je les vois plus comme un levier, en fait, ces 5 piliers, parce que on est chacun ou chacune sensible à des piliers différents à un instant T. Par exemple, quelqu'un qui vient débarquer dans la boîte, peut-être le sujet de la reconnaissance sera important parce que il ou elle aura besoin d'être valorisé dans ses premiers pas pour lui donner confiance. Et à l'inverse, le sujet de la montée en compétences, on ne sera pas tellement parce que de fait, comme tout sera nouveau pour lui ou elle, en fait, peut-être que, en tout cas, ce ne sera pas un sujet à aborder et à traiter tout de suite pour lui ou elle. Donc l'idée, c'est de réussir à personnaliser, tu vois, chacun de ces leviers auprès de la bonne personne au bon moment. J'aime beaucoup parce que c'est vrai que dans notre vie business, on a sans doute tendance à suivre les dossiers, les projets, les machins. Et ça va un peu comme ça vient au fil de l'eau, quoi, l'histoire. Tu vois, on se dit, ah merde, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une formation, un truc comme ça. Du coup, je trouve que ta checklist, elle est pratique aussi, peut-être au moins ne serait-ce qu'avant ces points mensuels, peut-être, ou tu vois, pour voir un petit peu, ou peut-être
j'ai remarqué qu'on fait de plus en plus ça pour faire participer la personne aussi, lui dire, bah alors, ce mois-ci, je sais pas moi, de quoi tu as été fier, qu'est-ce que tu as appris d'intéressant, qu'est-ce qu'on prévoit pour toi ce mois-ci. Je sais pas si tu as d'autres exemples ou contre-exemples peut-être à nous donner, particulièrement pour manager dans un contexte peut-être encore plus remote aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'est vrai que dans un contexte où bon, la notion de management à distance, je préfère plutôt la notion de management hybride, parce qu'en fait, je pense là, on est peut-être dans des périodes un peu de confinement, c'est quand même assez atypique. Je pense que dans les mois et années à venir, en tout cas, je l'espère, on réussira à retrouver des contacts physiques plus fréquents. Donc, je crois plus à cette notion de management hybride, là où le full remote, je pense qu'il est vraiment réservé qu'à une minorité de profils et que tout le monde n'est pas fait pour travailler à 100% du temps à distance. Mais en tout cas, pour le management hybride, je pense qu'il faut, c'est ça qui est difficile, c'est qu'il faut, selon moi, être encore plus rigoureux dans ses pratiques managériales. Et typiquement, tu évoquais, c'est vrai, les points en tête-à-tête, qu'ils soient mensuels, tous les 15 jours ou mensuels. Je pense que c'est encore plus important. Il y a plusieurs choses. Un, de réussir à les tenir, parce que c'est vrai que souvent, ils sautent. Souvent, je vois pas du tout de quoi tu parles, Ludovic. Voilà, je pense que ça parlera à un certain nombre d'entre nous, parce que je m'implique dedans aussi, hein, évidemment. Et en fait, et c'est vrai que voilà, souvent, on fait passer des priorités au business ou autres devant des points en tête-à-tête. Ce qui n'est pas gênant quand c'est une fois de temps en temps. Quand c'est 2 fois sur 3, là, ça commence à devenir un peu problématique. Et d'autant plus avec la distance, bah, le sentiment un peu d'abandon ou de solitude, alors je caricature un peu, mais avec la distance, tout est exacerbé. Et autant quand on est au bureau et quand on passe la tête en disant, au fait, je suis vraiment désolé, est-ce que ça te va si on se voit plutôt à 16 heures voilà, bah, en fait, en remote, parfois, on ne prend pas le temps de le faire. Et donc, il n'y a rien de pire que le collaborateur qui attend sur Teams ou Zoom son manager et rien n'arrive. Et puis, en fait, on avait rendez-vous à 15 heures et à 15h08, je reçois un SMS disant, ah bah désolé, je ne vais pas pouvoir, on recale ça. Ouais. Avec la distance, encore une fois, c'est exacerbé. Donc, je pense que c'est les tenir. Et ensuite, il y a un deuxième point clé selon moi, et c'était intéressant ce que tu disais tout à l'heure. Souvent, moi, j'ai plein de managers qui me disent, bah, en fait, moi, je l'ai fait, mes points en tête-à-tête, et ça se passe bien. Et en fait, quand je creuse avec eux, c'est pas vraiment la notion du tête-à-tête tel que moi, je peux le voir. C'est-à-dire qu'en fait, quand ils décrivent ce qu'ils font surtout une revue de to-do list et une revue des sujets en cours, des projets, des tâches, où est-ce que tu en es là-dessus, et ça, machin. Bon, et ça, c'est très intéressant. Évidemment, il faut le faire parce que pour s'assurer que les sujets avancent, s'assurer que le collaborateur n'est pas bloqué ou autre. Cependant, je pense qu'il faut dédier un autre temps. Alors, ça peut être dans le même point. Dans ce cas-là, il faut vraiment compartimenter le point en deux parties. Parce que c'est important régulièrement, mais encore une fois, ça n'a pas besoin de durer 2 heures, ça peut être juste un quart d'heure, toutes les semaines, tous les 15 jours, une fois par mois, à vous de voir selon la culture aussi de votre équipe, mais de dédier ces moments à une prise de hauteur. On dit, OK, bah, effectivement, comment tu te sens dans ton poste, comment tu vas, comment est-ce que je peux t'aider encore plus moi en tant que manager, qu'est-ce que tu attends de moi en tant que manager, ben voilà, est-ce que selon toi, tu es suffisamment responsabilisé, voilà. Quelles sont tes principales difficultés, tes principales galères, tes fiertés? J'aime bien la notion de compartimenter, en fait, tu vois, en y réfléchissant à haute voix, parce que ça permet de pas tomber que dans l'opérationnel et dans la charge mentale, donc pourquoi pas. Je précise aussi, si vous nous écoutez, qu'on va mettre tous ces outils, je vais mettre un lien dans la description du podcast avec ma newsletter où je raconterai un peu ce qu'on s'est dit dans l'épisode et aussi les outils que tu nous proposes, donc www.boardmembers.substack.com. On va mettre le lien vers ta newsletter aussi qui est très intéressante si vous êtes manager, qui s'appelle Le Débrief, qui est également sur Substack. Et je pense qu'avec ces 2 trucs combinés, toutes les semaines, vous avez au moins un sujet de réflexion pour votre point introspectif, pour savoir ce que vous pouvez améliorer en tant que manager. Ça commence par nous. En même temps, ça m'envoie à ma 2e ou 3e question, je ne sais plus, qui est, en tant que manager, quand on est normalement constitué, qu'on n'est pas une terreur ou une cata, on se met beaucoup de pression. On réfléchit tout le temps à ce que les gens pensent de nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer. C'est normal, c'est notre responsabilité aussi. Et en même temps, aujourd'hui, on est de plus en plus outillés avec des scores de recommandations du management en permanence qui rajoutent à la pression. Je voulais te poser la question, qu'est-ce que tu penses de cet état d'esprit généralisé? Est-ce qu'il est généralisé ou non? Et quel est le rôle aussi du manager dans l'affaire? Qu'est-ce qu'on peut lui demander, jusqu'où on va? Est-ce que tu peux me parler un peu de cet équilibre, en fait, de ce couple un peu entre manager et manager? Avec grand plaisir. Moi, c'est vraiment mon cheval de bataille aussi, ce point-là, parce qu'on met beaucoup de choses sur les épaules du manager, on attend énormément d'eux. Et en fait, la réalité, je trouve, c'est que voilà, une relation, ça se fait nécessairement à 2.
Et moi, je considère qu'il n'y a pas de bon manager sans bon collaborateur. Et en fait, tout ça pour dire que, en fait, effectivement, le manager a une véritable responsabilité dans la relation et il ne peut pas tout attendre de sa direction générale, il ne peut pas tout attendre de sa direction des ressources humaines ou de son manager. Bien souvent, les gens sous-estiment le pouvoir, la main qu'ils ont sur leur propre destin professionnel et ont une position parfois un peu trop attentiste. Et en fait, je pense que tout ça passe par effectivement un juste équilibre et une bonne communication entre le manager et le collaborateur. Je pense que c'est avant tout quand même au manager justement de dire à son collaborateur ce qu'il attend de lui. Rien qu'une discussion du type « Qu'est-ce que tu attends de moi en tant que manager et qu'est-ce que j'attends de toi en tant que collaborateur ?» et que chacun prépare ça et qu'ensuite, en point en tête-à-tête, il puisse le partager, bah ça peut débloquer beaucoup de situations, désamorcer pas mal de potentielles tensions, incompréhensions, inconfort, voire même conflits dans le futur. Ouais, mais il y a quand même la notion d'initiative qui vient du manager pour autoriser le feedback du collaborateur, parce qu'évidemment, on sait que c'est touchy aussi, qu'on va peut-être pas donner un feedback s'il n'a pas été a priori autorisé, quoi. Ouais, tout à fait. Je pense qu'en fait, c'est vraiment le jeu de miroir, c'est-à-dire en tant que manager, d'insuffler cette culture du feedback et inciter surtout son collaborateur à le faire. Moi, je vois plein de collaborateurs qui se plaignent de se dire que voilà, leur manager leur donne pas assez de feedback et surtout ne les valorise pas assez et qu'ils ont très peu de reconnaissance dans leur job. Au-delà même, je mets de côté le salaire. Et en fait, moi, je leur retourne la question en leur disant, et toi, quand est-ce que, voilà, la dernière fois que tu as dit merci ou bravo à ton manager, c'était quand? Alors là, en général, la seule réponse est, bah, je sais pas. Non, je crois que, ouais, je sais pas. Et en fait, comment veux-tu attendre de la part de quelqu'un, comment veux-tu de cette personne quelque chose que toi-même, tu n'es pas capable de donner? Alors, on va me dire, c'est le monde à l'envers, c'est au manager de oui et non, c'est-à-dire que tous les managers ne sont pas parfaits, tous les managers n'ont pas forcément compris leur rôle de manager. Voilà, donc en fait, parfois, c'est aux collaborateurs aussi d'insuffler cette culture, non pas que vis-à-vis de son manager, mais aussi vis-à-vis de ses camarades, ses collègues. Quand on voit, je sais pas, en réunion d'équipe, un de ses collègues qui fait une super présentation hyper pertinente, voilà, derrière, soit lui dire de vive voix ou lui envoyer un petit message en disant au fait, c'était vraiment top ta présentation tout à l'heure, tu as un vrai talent pour ça. En fait, voilà, là, il va se passer quelque chose. Là, déjà, ça va vous différencier parce qu'il y a 99% des gens qui ne prennent pas le temps de faire ce type de propos. Pourtant, c'est gratuit, ça prend 2 secondes à faire et ça fait plaisir à tout le monde, hein. Même la personne qui le dit, ça fait du bien aussi, en fait, tout simplement. Et donc, je pense que c'est vrai que c'est au manager, normalement, d'impulser ça, mais voilà, c'est aussi aux collaborateurs de participer, en tout cas, à diffuser cette culture de la reconnaissance au sens large au sein de l'équipe. Et typiquement, sur les points en tête-à-tête, dont on parlait tout à l'heure, c'est aussi aux collaborateurs d'arriver avec des sujets. Moi, je dis souvent aux managers, c'est pas votre point, hein, c'est le point de votre collaborateur. Vous devez parler seulement 10-20% du temps. Donc, en fait, et les fois où vous parlez, ça doit être essentiellement, je suis un peu dans le monde des bisounours, mais je caricature toujours pour que voilà, le message passe et qu'on puisse derrière composer avec, parce que je sais bien que la réalité du manager aujourd'hui, et du middle management en plus notamment, elle n'est pas aussi simple. Mais voilà, c'est poser un maximum de questions. Et si le collaborateur ne prépare pas suffisamment son point, c'est lui dire au fait, là je trouve que tu n'as pas assez préparé. Est-ce que pour notre prochain point, dans 2 semaines, tu pourrais un peu plus réfléchir, pourquoi pas lui donner aussi une grille de questions ou de thèmes sur lesquels le faire réfléchir. Il faut vraiment qu'il comprenne, le collaborateur, que c'est de sa responsabilité aussi de nourrir son manager, à la fois de remonter des choses et aussi d'être courageux. On parle souvent du courage managérial. Et en fait, le courage managérial, c'est indispensable, mais le courage du collaborateur aussi, c'est clé. Parce que des collaborateurs qui n'osent pas parler de sujets qui sont un peu bizarres. Voilà. Alors après, c'est au manager aussi de réussir à mettre en place ce cadre de confiance. Mais je pense que le courage du collaborateur aussi, on n'en parle pas assez, vis-à-vis de ses collègues, vis-à-vis de son propre manager. Écoute, je te remercie. Moi, c'est effectivement la première fois que j'entends aborder ce concept. Et après, je trouve que tu as proposé dans ton illustration peut-être une 3e voie aussi pour ceux qui se sentiraient peut-être un peu bloqués, parce que des fois, il y a des situations un peu de blocage, hein, ou alors quand ça fait longtemps qu'on est dans un certain mode de fonctionnement, tu es d'accord que c'est pas simple hop, tu raccroches tes écouteurs après avoir écouté le board et tu vas voir ton manager et tu changes du tout au tout, c'est un peu spécial. C'est l'équipe. Et en fait, c'est ce que j'aime bien aussi dans tout ton projet, Dream Team, etc., Réseau Entreprendre, c'est que tu considères aussi qu'on peut utiliser l'équipe comme un facteur de performance, par exemple pour diffuser la culture, pour aider à décoincer des situations.
Et je trouve qu'il y a un petit côté moderne aussi de dire qu'on est tous contributifs de l'équipe. Il n'y a pas que le manager qui manage l'équipe, c'est qu'en tant que personne, on a tous un truc à apporter pour transformer l'équipe. Je ne sais pas si là-dessus, tu as peut-être aussi des idées ou des pistes ou des inspirations à nous suggérer. Ouais, bien sûr, c'est vrai que moi j'entends aussi beaucoup de managers et je pense qu'on l'a tous vécu en tant que manager de se sentir un peu seul à porter l'équipe sur ses épaules et avoir du coup l'impression de sortir les rames et d'avoir qu'une bande d'ingrats en face de soi parce qu'on a l'impression de donner beaucoup et d'avoir peu en retour. Et en fait, je pense que c'est pas au manager d'animer l'équipe uniquement. En fait, l'idée c'est de réussir à tout simplement rendre participative la vie d'équipe. Je vais donner un exemple tout bête, mais les réunions d'équipe animées par le manager où c'est que du descendant pendant 3 plombes, du coup qui endort tout le monde et où le manager ressort en disant mais c'était l'enfer cette réunion, j'ai l'impression que voilà ils ont complètement décroché. Et, c'est pour moi des sujets clés. Typiquement, nommer dans l'équipe un animateur ou une animatrice de la réunion qui tournerait à chaque réunion. Ça, en fait, vous verrez que tout de suite, ça va responsabiliser les uns les autres sur l'animation, sur le respect du timing, sur que chacun aussi soit contributeur de l'ordre du jour, que chacun arrive avec ses sujets et les présente. Et le fait que ce soit quelqu'un d'autre que le manager qui anime la réunion d'équipe, en fait, ça change tout. Donc voilà, donc ça c'est un exemple de pratique assez concrète, hein, on va me dire que c'est très micro, etc. Mais ça passe aussi beaucoup par ça. Pour changer la dynamique d'une équipe, ça passe aussi par changer la dynamique de la réunion d'équipe. Enfin, très micro, c'est quand même donner le pouvoir du temps très autoritaire que constitue la réunion d'équipe. Non, je crois que c'est quand même assez fondamental. Moi, je retiens l'idée, elle me plaît beaucoup et on va la tester. Donc, parfait. Est-ce que tu aurais un défi ou un challenge à lancer aux personnes qui nous écoutent, tiens, justement, tant qu'on est là-dessus? C'est peut-être, pour reboucler avec ce que je disais tout à l'heure, c'est peut-être de se dégager du temps. Ne serait-ce que se caler 15 minutes chaque semaine dans son agenda. Je pense que 15 minutes, vous les avez. Et surtout de s'y tenir, hein, parce que bon, caler le créneau, c'est une première étape. Le faire sauter, ça peut être tentant. Mais de réussir, alors peut-être que vous le ferez sauter une fois sur 3 et c'est pas grave. Mais au moins, il est là, au moins, vous le rappelez. Et si vous le faites ne serait-ce qu'une fois sur 3, déjà, en fait, ce sera déjà énorme. Et pendant ces 15 minutes, voilà, encore une fois, prendre de la hauteur sur voilà, ce que j'évoquais, sur le sens, la reconnaissance, l'ambiance de l'équipe, prendre chacun à leur tour, chacun des personnes qui constituent son équipe pour voilà, sur quel sujet est-ce que j'aimerais l'amener la prochaine fois. Tiens, la semaine dernière, voilà ce qui s'est passé, ce que j'ai noté notable. Voilà, tout ça pour nourrir justement les discussions à la fois en collectif, en tête-à-tête. Ça, je pense que c'est un bon défi. 15 minutes par semaine dans son agenda à tenir pour prendre de la hauteur sur son boulot de manager. Allez, banco, là, vous ne me voyez pas, mais j'étais en train de regarder mes dispos là pour programmer mon agenda pour le prochain trimestre. Non, mais c'est top. Et peut-être avant qu'on parle de tes inspirations plus générales sur le business, alors une dernière question, là, je m'adresse plus aux entrepreneurs. Est-ce que c'est pareil d'être entrepreneur que d'être manager? Et en tout cas, quel conseil tu donnerais aux entrepreneurs spécifiquement pour savoir bien s'entourer et avoir une équipe performante? Est-ce que c'est les mêmes conseils que pour les managers, quoi? Alors oui et non. En fait, c'est vrai que quand on est entrepreneur, on est de fait manager, a priori. Alors que quand on est manager, on n'est pas nécessairement entrepreneur. Et en fait, le syndrome qu'on peut voir, qu'on peut constater, qu'on a tous constaté quand on est manager non entrepreneur, manager salarié au sein d'une boîte, c'est effectivement, on a plusieurs casquettes en fait. On est manager, mais en fait, manager, c'est pas notre seule fonction. On a plein d'autres priorités et c'est ça la difficulté de l'exercice. Alors que quand on est entrepreneur, c'est ça, mais puissance 1000. Parce qu'en fait, on a évidemment des priorités business, on est le directeur commercial, on est ou directrice commerciale, on est la directrice financière ou directeur financier, on est le DRH, en fait, on est tout. Et on est aussi le manager, presque super manager. Et du coup, voilà, et en plus, on doit embarquer des gens sur la base d'un projet qui est en train d'émerger. Donc, c'est waouh, enfin, faut vraiment y aller, quoi. Et du coup, le syndrome qu'on peut voir sur les managers qui prennent pas suffisamment de temps pour leur équipe au profit de d'autres casquettes qu'ils peuvent avoir, et donc ce syndrome de un peu la 5e roue du carrosse, c'est-à-dire l'équipe qui passe un peu en dernier, chez l'entrepreneur, si on ne fait pas gaffe, ça peut être ça puissance 15, quoi. C'est-à-dire que ça peut être la 26e roue du carrosse, quoi. Et donc en fait, il faut vraiment essayer de contrecarrer ça et pratiquer presque une sorte de ce que j'appellerais une sorte de management augmenté, c'est-à-dire d'être encore plus rigoureux dans ses pratiques managériales. J'évoquais les points en tête-à-tête, d'être sûr de les tenir, les réunions d'équipe aussi, de les animer au cordeau,
C'est ça qui est assez, qui rajoute encore une fois du challenge au challenge, quoi. Mais alors, c'est intéressant et en même temps, c'est déprimant peut-être pour certains ou certaines qui nous écoutent, qui se disaient, ouais, moi, je vais créer ma boîte parce que j'en ai marre des process de l'entreprise et tout. En fait, tu es en train de leur dire que quand même, il va falloir ultra processer leur propre management pour pas que ça soit trop bordélique, quoi. Il faut processer, mais ce sont ses propres process, quoi. C'est-à-dire les process qui nous sont les meilleurs. C'est pas des process qu'on vient nous imposer et qu'on trouve parfois absurdes. Peut-être que c'est sa propre équipe après qui trouvera ça absurde, mais ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, en tant qu'entrepreneur, l'avantage c'est que, en fait, on a tout à construire et on met sa propre structure managériale en place. Et c'est ça en quoi vous arrivez à vous libérer, mine de rien, de ce qui vous embêtait peut-être dans votre boîte d'avant. Mais effectivement, c'est un super challenge. Et moi, je le vois chez Réseau Entreprendre où donc où on accompagne vraiment des aventures incroyables. Et c'est vraiment ça, je trouve, qui fait la différence. C'est que de toute façon, l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de galères, et notamment beaucoup de galères RH et humaines si on n'y fait pas suffisamment attention. Et je trouve que ceux qui kiffent le plus leur aventure entrepreneuriale, ce sont ceux qui ont compris que c'était avant tout, non pas une aventure business ou de chiffres, c'est avant tout une histoire d'hommes et de femmes. Et c'est vraiment ça, je trouve, la différence. Moi, je le vois chez ceux qu'on accompagne. Ceux qui ont compris qu'ils mettaient l'homme et la femme au cœur du projet sont ceux qui s'épanouissaient le plus et qui, au final, réussissaient le mieux. C'est impossible de monter un projet successful si on n'en a rien à foutre de sa boîte, enfin, plutôt de ses équipes. C'est jouable, ça tiendra un temps, mais à un moment donné, le château de cartes s'effondrera. C'est une certitude. Ouais, bah écoute, très intéressant. Et peut-être je rajoute un petit truc, que ce soit pour les entrepreneurs ou même les managers qui ont d'autres casquettes, c'est aussi, à mon avis, ces autres casquettes, ces autres stakeholders, là, ces autres parties prenantes, c'est aussi du management. Moi, je le vois bien quand tu manages des clients, par exemple, quand tu es en synergie avec d'autres services de l'entreprise. J'imagine en tant qu'entrepreneur, quand tu as ton board, et tous ces gens-là, c'est aussi des gens que tu manages directement. Exactement. Par exemple, si je prends l'exemple des clients que tu citais, c'est hyper intéressant. Si je reprends mon Canva Dream, il marche aussi finalement pour les clients, hein, leur partager du sens, de la reconnaissance, créer du lien avec eux, les responsabiliser aussi, parce que le client qui est passif, c'est pas un bon client, et aussi le faire monter en compétence au travers des solutions qu'on propose. On est aussi là pour le faire grandir de plein de manières différentes. Donc ça s'y prête tout à fait. Pareil avec ses actionnaires, pareil, voilà. Quelles que soient effectivement les parties prenantes et l'écosystème qui entoure le manager, l'entrepreneur, c'est effectivement des mécanismes, des réflexes à avoir, alors à adapter, parce qu'on ne va pas parler à un client comme un collaborateur, mais c'est tout à fait juste. Bon, mais top. Donc, merci pour ces conseils. Donc, lisez Dream Team. Vous retrouverez les refs dans le podcast. Et puis, si vous reste un peu de place sur votre reading list, mais j'espère que oui, parce qu'on est là pour ça aussi. Je sais pas, toi, est-ce que Ludovic, tu as des conseils lecture, des inspirations, des choses que tu lis pour rester à la page ou pour, je sais pas, pour te développer dans le business à nous conseiller? Moi, ce que je fais le plus, en fait, pour me tenir à la page ou voilà, m'ouvrir un peu les chakras, c'est en fait d'échanger avec des gens. Et en fait, c'est la notion de gratuité dans l'échange. C'est-à-dire que on est dans un monde où maintenant tout s'achète, tout se revend et tout ça est accéléré par le digital. Et je trouve que c'est vraiment dans les moments les plus généreux où on s'y attend pas qu'en fait on va recevoir le plus. Et si je fais le parallèle par exemple avec Réseau Entreprendre, où le concept c'est que ce sont des chefs d'entreprise bénévoles, des entrepreneurs on va dire à succès qui maintenant ont le temps, un peu plus de temps en tout cas, et beaucoup d'expérience à partager aux plus jeunes qui se lancent, en fait eux ils apprennent énormément de leur poulain, quoi, entre guillemets. Et c'est-à-dire que normalement quand on est mentor, on est là pour apporter des choses à l'autre, et en fait ce qui est hyper intéressant je trouve, c'est que ça se fait dans les deux sens. Et donc, moi, c'est ça que, plutôt qu'à la limite des conseils de lecture, ce que j'ai envie d'inciter ceux qui nous écoutent à se dire, comment est-ce que je peux moi aussi accompagner d'autres personnes de manière totalement désintéressée. Et vous verrez en fait que vous en retirez des choses extraordinaires, à la fois d'un point de vue humain, mais également d'un point de vue tout simplement compréhension business ou autre, selon votre secteur d'activité. Et encore une fois, moi, je le vois au quotidien, je suis témoin de ça tous les jours, et moi-même, en le faisant, je me rends compte à quel point accompagner des gens, quel que soit leur niveau, quel que soit, voilà, tout le monde a des choses à vous apprendre. Et surtout, ce qui est intéressant en s'intéressant à l'autre, c'est qu'en lui posant des questions, en fait, vous les renvoyez en fait à vous-même. Et par ce jeu de miroir, c'est hyper intéressant parce que en donnant des conseils à quelqu'un, c'est presque des conseils qu'on donne à soi et on se dit, mais en fait, le conseil que je suis en train de lui donner, est-ce que moi-même, je me l'applique?
Bah, en fait, non. Donc, en fait, ou alors je l'ai appliqué dans le passé, maintenant c'est vrai que ça fait à peu près 1 ou 2 ans que j'ai pas refait ça. Bah tiens, on va le refaire. Et J'aime donc en fait, beaucoup ta proposition parce qu'en plus, plus on est expérimenté, plus il paraît qu'on est malheureusement exposé à une forme de pensée systémique, un peu la pensée solution, qui peut peut-être nous limiter et faire en sorte des fois, on est à côté de la plaque, en fait, on n'évolue pas en même temps que notre marché et tout. Donc, c'est peut-être une façon de se prémunir contre ça aussi. ah, complètement. Effectivement, tu restes connecté. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les gens nous rejoignent chez Réseau Entreprendre. Ils restent connectés aux jeunes créateurs, donc aux nouveaux business models, aux nouvelles manières de faire. On parlait de nouvelles manières de manager et nouvelles générations aussi qui débarquent sur le marché du travail. Donc, en fait, c'est ça qui te maintient, je trouve, éveillé à la page et qui, effectivement, bah, met à jour un peu ton logiciel. Et si on reboucle ça avec le sujet du management, je trouve que douter, pour moi, c'est une très bonne qualité du manager. Cette capacité à se remettre en cause, à faire cette introspection. Pour moi, c'est clé. Et je trouve qu'aller à la rencontre de l'autre et s'entourer de gens et proposer de l'aide, en fait, tout simplement. Et si je peux vous aider, ça va générer des échanges et en fait, qui vont nous nourrir, alors qu'on était là a priori pour aider. En fait, on va se faire aider en retour sans même s'en rendre compte. Et c'est vraiment ce sujet de désintérêt financier dans la relation c'est vraiment dans ces moments-là aussi où du coup il n'y a aucun filtre, on se dit tout et donc parce qu'on peut tout se dire, parce qu'on est libre, parce qu'on n'est pas tenu par des intérêts financiers ou autres face à des actionnaires, face à des clients, face à un candidat, un recruteur, etc. Ouais. Et c'est là où la magie opère entre guillemets et là où il va se passer des choses vraiment, vraiment incroyables et où on peut apprendre beaucoup plus qu'en lisant tel ou tel bouquin. Bon, mais c'est top. Si on veut rejoindre Réseau Entreprendre, par exemple, pour être coaché ou coaché, il y a une marche à suivre. Comment on fait? Bah, le plus simple, oui, c'est d'aller sur notre site internet, un réseau-entreprendre.org. Alors, il y a une antenne à Paris, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a partout en France et même maintenant à l'étranger. Donc, en fait, voilà, si vous souhaitez vous lancer, il y a nécessairement un réseau entreprendre pas loin de chez vous. Vous candidatez en ligne, ensuite l'équipe vous rappelle, et puis voilà, vous commencez à discuter avec eux et voir si ça a du sens de les rejoindre. Et après c'est parti. Bon, mais pour avoir Ludovic, il faut être sur celui de Paris, hein, je crois. C'est ça? Ah voilà, oui, effectivement. Mais il y a des gens exceptionnels partout. C'est vraiment une aventure incroyable qui a le gros avantage du coup en termes de marque employeur d'attirer plein de talents de partout. Donc, quel que soit le réseau entreprendre, vous aurez plein de Ludovic en puissance. Non, mais of course. Et puis de toute façon, moi, je trouve qu'apprendre en réseau et tout, c'est super important. C'est pour ça que moi, j'ai créé le board. Hein. Donc, n'hésitez pas à contacter Ludovic, à me contacter et à vous contacter entre vous, parce qu'il y a pas mal d'échanges dans la business communauté, là, autour du board. On se file des conseils. Des fois, on fait des rooms sur Clubhouse ensemble. On se retrouve en live sur Instagram. Enfin, je sais pas, ça vit, quoi. Donc, c'est intéressant aussi d'avoir votre retour. Et d'ailleurs, en parlant de tous les conseils que vous avez pu échanger avec tes coachés ou les gens qui t'ont toi-même coaché, qu'est-ce que ce serait, je sais pas, le meilleur conseil et peut-être le pire conseil qu'on t'ait donné dans ta vie business? Le pire conseil, je vais commencer par le pire conseil. Le pire conseil, je dirais que c'est des gens un peu des oiseaux de mauvais augure, qui sont là à te dire, typiquement quand j'ai voulu me lancer dans l'aventure de Dream Team, en plus moi je me suis auto-édité, donc bouquin sur le management en auto-édition. Et en fait, il y a eu plusieurs personnes qui se reconnaîtront peut-être, qui m'ont dit, mais attends, t'es sûr, un bouquin de management, mais en fait il y en a déjà 10 000. Et puis en auto-édition, non mais attends, t'es malade, ça va prendre un temps de fou, ça va pas décoller, enfin, adosse-toi à une maison d'édition, t'y arriveras pas sinon, quoi. Et en fait, au final, bon, ça s'est très bien passé. Et je trouve que moi, je crois beaucoup à l'effet Pygmalion, au contraire, c'est-à-dire cet effet où rien que le fait de dire à quelqu'un, tu es capable de le faire, tu vas y arriver, en fait, les études montrent que ça optimise ses chances d'arriver au succès, au final. Parce qu'il se met dans le mindset de si dans le regard de l'autre, je suis capable, je m'auto-convainc, parce qu'on doute tous aussi parfois de ses capacités, qu'on peut y arriver. Et donc, on se met dans un état d'esprit général de je vais y arriver, je peux y arriver, donc je vais le faire. Et donc, derrière, au final, on met les choses en place pour que ça fonctionne. Et il y a à l'inverse, c'est un effet qui est moins connu, qui s'appelle l'effet golem, qui est le contraire de l'effet Pygmalion, ou au contraire, de dire à quelqu'un qu'il est nul et qu'il n'y arrivera pas, c'est ça, parfois, qui fait qu'au final, il n'y arrive pas. Et c'est au mot, la sémantique aussi a beaucoup plus de puissance qu'on le pense. Et typiquement aussi, si je fais le lien avec le milieu managérial, je vois beaucoup de managers qui emploient des mots ou des expressions un peu négatives. Alors qu'en fait, voilà, essayons d'utiliser un champ sémantique positif, plutôt que de parler pas de problème en disant avec plaisir. Enfin, voilà. C'est l'exemple tout bête, mais qui change en fait la dynamique de l'échange et qui font que derrière, ça
J'aime beaucoup, sans aller dans la jargonite extrême, mais je trouve que les mots ont leur importance, ça c'est évident. J'ai reçu pas mal d'invités sur le board avec qui on en a parlé. Victor Ferry, qui est expert en rhétorique, par exemple, pour choisir bien ses propos, comment tu présentes ton entreprise. Je pense aussi à Lionel Meyer, qui est expert en expérience client. Et tu vois, le vocabulaire que tu utilises avec tes clients ou avec tes collaborateurs, il peut complètement changer la donne. Donc, je remettrai les liens aussi. Puis de toute façon, rendez-vous sur les autres épisodes du board pour les découvrir. Mais c'est tout à fait légitime. Donc ça, c'était le pire conseil. Et le meilleur conseil Le meilleur conseil, je dirais que c'est d'aller se confronter à la vraie vie. C'est-à-dire que quand on a une idée en tête, quelle qu'elle soit, qu'on soit entrepreneur ou salarié d'ailleurs, plutôt que de la garder pour soi et de se faire des plans sur la comète et de voilà, en fait tout de suite d'aller la tester et de voilà auprès de ses prospects, de ses clients, de ses collègues, de son manager, pour voir un peu l'écho que ça a et en fait arrêter de tergiverser parce qu'en fait sinon on fait pas grand-chose ou alors on fait des choses un peu à côté de la plaque. Et en fait, n'ayez pas peur, parlez-en à un maximum de monde. Et typiquement, s'il y a un conseil à donner à un entrepreneur, c'est de sortir, c'est d'aller parler de son idée. Parfois, il y a le syndrome de on ne veut pas dire ce qu'on va faire parce qu'on ne veut pas que notre idée nous soit piquée. Alors qu'en fait, une idée, en général, nous on le voit, hein, quand il y a une nouvelle idée qui est lancée sur le marché, une boîte sur un marché, sur un nouveau marché, il y en a allez, 5, 10, 15, 20 autres qui sont lancés dans les mois à venir. C'est comme ça. Et donc, en fait, c'est pas l'idée qui fait le succès, c'est l'équipe, c'est la manière dont on va le faire. Donc, n'ayez pas peur d'exposer vos idées, testez-les et itérez. Et puis, c'est comme ça que en tout cas, moi, c'est le meilleur conseil qu'on m'ait donné, que j'ai appliqué à chaque fois dans tous mes projets et qui, à chaque fois, fonctionne bien. Sortez. Voilà. Ouais, ça t'a plutôt bien réussi, en tout cas. Je crois que tu es encore numéro 1 des ventes catégorie livre RH, hein, si je ne m'abuse, avec Dream Team. Donc, le succès appelle le succès. Et puis, c'est chouette d'être allé surtout confronté et d'avoir plein de témoignages aussi de personnes qui se sont exprimées au travers de ton livre. Moi, c'est ce que j'apprécie dans ta démarche aussi participative. Dans ta vie trépidante, entre coach, auteur, entrepreneur, etc., qu'est-ce que tu fais pour rester, je sais pas moi, équilibré, zen? Est-ce que tu as des activités de prédilection, des conseils à nous donner? Ouais, alors ça, c'est un vrai challenge parce que c'est vrai que moi, j'ai tendance à avoir plusieurs projets en même temps, plusieurs casquettes, etc. Non, je pense que le meilleur conseil, c'est de temps en temps, alors déjà, de bien compartimenter. Effectivement, j'aime bien ce mot parce que, enfin, moi, il m'aide beaucoup dans la structuration de mon agenda, de ma semaine, de mes mois, parce que ça m'évite justement de me faire aspirer par mes projets. Parce que la réalité, c'est que la vraie vie, c'est plutôt ses proches, sa santé, sa famille. La vraie vie, elle est vraiment là, quoi. Et donc, c'est tout simplement, de temps en temps, en tout cas, de pas oublier ça. C'est de l'ultra bon sens. Et ça paraît peut-être un peu cucu quand je le dis, mais moi, je sais que régulièrement, je prends de la hauteur en me disant, mais en fait, quand j'ai un truc qui m'emmerde dans mes projets, un truc qui coince, un truc, en fait, je me dis, mais en fait, déjà, pense à tout ce qui se passe bien autour de ces projets-là. Et voilà. Et puis, prends encore un pas de recul, un deuxième pas de recul en disant, mais en fait, la vraie vie, elle n'est pas là, elle est ailleurs. Et ça, je pense, c'est indispensable parce que on voit trop de. Moi, c'est assez terrible, mais c'est plutôt dans les mauvaises nouvelles de la vie qui nous ramènent parfois à ce qu'on est réellement et qui font que nos petites emmerdes du quotidien, le caillou que j'avais dans la chaussure qui me paraissait une énorme pierre le matin même, devient complètement futile. Et ça, je pense qu'il ne faut pas que ce soit uniquement les mauvaises nouvelles de la vie qui nous permettent de nous ramener ça et de relativiser. Il faut réussir à se le rappeler régulièrement et presque se l'afficher dans son bureau. Ouais, je pense que tu as raison, d'autant plus quand tu es comme toi, dans une posture de conseil, ouverte, de management aussi pour tous les managers. Si vous êtes stressé, overbooké, tout ça, ça se ressent, quoi. Tu vois, si on peut pas te déranger. Moi, je veux dire, par exemple, j'apprécie, je te contacte pour le board, tout de suite, tu me réserves un excellent accueil. J'ai pas l'impression d'être, alors que je sais qu'il y a une file d'attente dans tous tes dossiers, dans tous tes projets, tu vois. Mais je pense que cette posture-là aussi, assez ouverte sur les autres, elle est super importante dans le business. Donc, merci. Et est-ce que tu as un mantra qui te caractérise, là, si on doit clôturer l'épisode là-dessus, et puis peut-être un petit mot, un petit message aux dirigeants, dirigeantes qui nous écoutent? Ouais, moi j'ai un mantra j'en ai plusieurs, mais celui qui m'accompagne le plus et que j'utilise plusieurs fois par semaine, c'est done is better than perfect. C'est que ça reboucle un peu avec ce que je disais tout à l'heure, c'est que en fait parfois attendre le truc parfait, de faire les choses de manière excellente, etc. En fait, on finit par ne pas faire les choses parce que la perfection n'existe pas et on essaie de tendre vers un idéal qui voilà et qui en plus au final parfois est à côté de la plaque. C'est un peu
la base de la lean startup que beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent peut-être connaissent. Mais pour moi, c'est vraiment ça surtout. Et parfois, bah, en fait, même dans ma vie perso ou dans ma vie pro, combien de fois je me répète cette phrase, mais en fait, attends, là, Ludovic, tu es en train de te noyer là. Done is better than perfect. Torche le truc, avance et tu verras plus tard, quoi. Et voilà, donc ce serait ça mon mantra. Bah, vas-y, je pense que ça va plaire à pas mal de monde. Je sais que vous avez tous des projets, des grosses actus et tout. Donc, allez-y, les gars, les filles, lâchez-vous. Surtout les filles, d'ailleurs. Non, je pense à ça parce que des fois, on a tendance en plus à avoir un peu des petites tendances au perfectionnisme. Donc, voilà, super. Est-ce que tu as un dernier mot de la fin à adresser à notre communauté de dirigeants? Non, bah déjà, merci si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de l'épisode, c'est qu'a priori il vous a plu. Donc, en tout cas, merci pour votre écoute. Et je pense que la clé, si je reviens au sujet phare de notre discussion autour du management, la clé, c'est ça, c'est vraiment de réussir à se dégager du temps. Mais, et encore une fois, done is better than perfect. Donc, ne serait-ce qu'aller 5 minutes par semaine, bah, c'est mieux que zéro. Si vous attendez d'avoir le moment parfait pour vous pencher sur ces sujets, en fait, il n'arrivera jamais. Commencer petit, moi j'aime bien cette philosophie d'inspiration japonaise, le Kaizen, ou voilà, la politique du petit pas. Bah, commencez petit, commencez par 10 minutes par tous les 15 jours, même ça, ou 10 minutes par mois, si votre agenda vous semble trop compliqué à agencer. Et peut-être que dans 6 mois, bah, vous serez plutôt à une demi-heure tous les 15 jours. Et de commencer petit à petit, je trouve que c'est la bonne approche, voilà, la politique du petit pas. Ouais, génial. Ben, c'est tout à fait le reflet en plus de ton travail parce que quand on voit Dream Team, on pourrait être un peu intimidé. Mais au contraire, quand on le lit, quand on discute avec toi, on voit bien qu'une Dream Team, elle est jamais Dream Team ex nihilo. Elle arrive par petits pas, par petits ajustements de tout un collectif, des collaborateurs, du manager et de tout l'ensemble. Donc c'est super, super positif. Merci beaucoup Ludovic pour cet échange. Et puis bah, à la prochaine dans les prochains épisodes du board. Merci Flavie, à bientôt. Salut.